Le tisonnier en fer rougeoyait dans la lumière du feu et Julia Garrison savait ce qui l'attendait. Son demi-frère Marcus le tenait de ses mains tremblantes. Ses yeux étaient fous, emplis du désespoir d'un homme qui avait déjà tout perdu, sauf son besoin de contrôle. C'était la fin de l'été de 1883 et la chaleur du territoire de l'Arizona avait transformé leur petit ranch près de Wilcox en une fournaise de poussière et de désespoir. Le père de Julia était mort 6 mois plus tôt, la laissant à la merci de sa belle-mère Agnès et du fils d'Agnès, Marcus. C'était un homme aigri de 28 ans qui avait vu sa mère céder la moitié du ranch à Julia dans le testament de son père. L'injustice de la situation, Marcus en avait ragé. Qu'une fille de 19 ans hérite de quoi que ce soit alors que lui avait travaillé cette terre pendant des années. Julia prévoyait de partir depuis des semaines, économisant chaque pièce qu'elle pouvait cacher. Elle se préparait à fuir à Tucson, où vivait la sœur de sa mère. Mais Marcus avait découvert son petit paquet d'affaires caché sous le plancher de sa chambre. Et maintenant, elle se tenait dans la grange, le dos contre le mur en bois, sans aucune issue. Tu crois que tu peux partir comme ça? La voix de Marcus se brisa, un mélange de fureur et de peur. Tu crois que tu peux prendre ce qui est à toi et nous abandonner? Cette terre devrait être à moi, tout entière. Marcus, s'il te plaît, murmura Julia. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je ne veux pas du ranch. Tu peux l'avoir. Laisse-moi juste partir. Te laisser partir pour que tu ailles le dire à la police que je t'ai forcé à partir? Pour que tu reviennes avec des papiers et des avocats? Il s'approcha, le tisonnier toujours rougeoyant de chaleur. Non, tu vas rester et tu vas signer ta part en bonne et due forme. Julia se jeta sur la gauche, essayant d'atteindre la porte de la grange, mais Marcus fut plus rapide. Il lui attrapa le bras et elle hurla, luttant contre sa poigne. Ils se débattirent, puis la botte de Marcus attrapa sa cheville, la projetant au sol. La chute lui coupa le souffle, et avant qu'elle ne puisse se reprendre, elle sentit une douleur fulgurante, inimaginable. Le fer chaud était pressé contre la plante de ses pieds. Ses cris déchirèrent l'air de la nuit, brut et primaire. L'odeur de chair brûlée lui donnait la nausée entre deux sanglots. Marcus ne maintint le tisonnier que quelques secondes, mais cela parut une éternité avant qu'il ne le retire, le visage pâle de ce qu'il venait de faire. « Que Dieu me pardonne, murmura-t-il, laissant tomber le tisonnier avec un bruit métallique. « Que Dieu me pardonne, mais maintenant tu vas rester. Tu ne pourras pas courir avec ses pieds. » Julia gisait sur le sol de la grange, sa vision brouillée par la douleur et le choc. À travers ses larmes, elle regarda Marcus sortir de la grange en titubant, puis elle n'entendit plus que sa propre respiration saccadée et le hurlement lointain d'un coyote quelque part dans l'obscurité. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. La douleur était si dévorante que le temps semblait s'être complètement arrêté. Elle essaya une fois de se lever, mais dès que ses pieds touchèrent le sol, une agonie parcourut tout son corps. Elle s'effondra de nouveau, sanglotant sur le sol poussiéreux de la grange. L'aube se levait quand elle entendit le bruit d'un cheval approchant de la grange. Tout le corps de Julia se tendit de peur que Marcus ne soit revenu. Mais les pas qui entrèrent étaient différents, plus légers et plus mesurés. Seigneur du ciel. La voix était profonde et douce, teintée d'un accent texan. Julia réussit à lever la tête et vit un homme en silhouette dans l'embrasure de la porte de la grange, éclairé par le lever de soleil rose. Il était grand et large d'épaules, portant un chapeau marron poussiéreux et un manteau usé par les pistes. « S'il vous plaît, » réussit à murmurer Julia, sa voix rauque d'avoir crié « Aidez-moi !» L'homme parcourut la distance qui les séparait à grandes enjambées, s'agenouillant à côté d'elle. Dans la lumière grandissante, Julia pouvait maintenant voir clairement son visage. Il avait des traits forts et burinés, une mâchoire ombrée par une barbe naissante, et des yeux de la couleur des nuages d'orage qui s'écarquillèrent d'horreur quand il vit ses pieds. « Qui vous a fait ça? » Sa voix était tendue par une colère contenue. « Mon demi-frère. S'il vous plaît, je dois partir d'ici. Il va revenir. » L'homme n'hésita pas. Il retira son manteau et l'enveloppa autour d'elle, puis la souleva aussi délicatement que si elle était faite de verre. Julia retint un cri alors que le mouvement secouait ses blessures. « Je m'appelle Travis Fletcher, » dit-il doucement en la sortant de la grange. « J'étais de passage, j'ai vu la porte de votre grange ouverte et j'ai pensé vérifier si tout allait bien. Dieu merci, je l'ai fait. »« Julia, » réussit-elle à dire.
Julia Garrison. Le cheval de Travis, une grande jument alezane, attendait patiemment à proximité. Avec Julia toujours dans ses bras, Travis réussit d'une manière ou d'une autre à monter en selle, l'installant sur ses genoux. Elle s'appuya contre sa poitrine, trop épuisée et rongée par la douleur pour se soucier des convenances. « Il y a un médecin à Wilcox, dit Travis. Nous allons vous faire soigner. » « Non, dit Julia avec urgence, trouvant de la force dans sa peur. « Marcus me cherchera d'abord là-bas. S'il vous plaît, n'importe où, sauf à Wilcox. » Travis resta silencieux un moment, ses bras fermement autour d'elle alors que le cheval commençait à marcher. « J'ai un campement à environ 10 miles au nord d'ici, dans les collines. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est caché et sûr. Je peux soigner vos blessures là-bas. J'ai appris la médecine de terrain quand j'étais ouvrier de ranch au Texas. J'ai vu mon lot de blessures. » Julia hocha la tête contre sa poitrine, n'ayant d'autre choix que de faire confiance à cet étranger. Alors qu'il s'éloignait du ranch, elle se permit de croire, juste un instant, qu'elle pourrait réellement s'échapper. Le trajet fut une torture malgré la prudence de Travis. Chaque mouvement du cheval envoyait de nouvelles vagues de douleur dans les pieds de Julia. Elle perdait et reprenait connaissance, consciente seulement du battement régulier du cœur de Travis sous sa joue et des mots bas et apaisants qu'il murmurait pour la garder présente. « Restez avec moi, Julia. Nous y sommes presque. Vous vous en sortez bien. Restez avec moi. » Quand ils atteignirent enfin le campement de Travis, le soleil était haut et impitoyable. Julia vit à travers ses yeux mi-clos que c'était en effet simple. Une tente en toile montée sous un groupe de peupliers, un cercle de feu avec une cafetière et des provisions bien rangées sous une bâche. Mais c'était abrité et caché dans un petit canyon, et heureusement, loin de Marcus. Travis descendit de cheval avec précaution et porta Julia dans la tente, la déposant sur son sac de couchage. « Je dois regarder vos pieds, dit-il doucement. Ça va faire mal, mais je dois voir l'étendue des dégâts. » Julia hocha la tête, se préparant. Elle n'avait pas regardé ses pieds elle-même, trop effrayée par ce qu'elle pourrait voir. Travis travailla avec des mains fermes et expertes, découpant ce qui restait de ses bottes et de ses bas. Elle entendit sa brusque inspiration. « Les brûlures sont profondes, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Mais j'ai vu pire guérir. Je vais devoir les nettoyer et les garder bandés. Les prochains jours seront difficiles, Julia. Je ne vais pas vous mentir à ce sujet. Est-ce que je remarcherai un jour? » La question sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu. Travis croisa son regard et elle n'y vit que de l'honnêteté. « Oui, ça prendra du temps et ça fera mal, mais vous remarcherez. Je vous donne ma parole. Je m'en assurerai. » Au cours des heures suivantes, Travis travailla avec une douceur qui semblait en contradiction avec son apparence robuste. Il nettoya ses brûlures avec de l'eau qu'il avait soigneusement fait bouillir sur le feu, appliqua une pommade qu'il prépara avec des herbes qu'il gardait dans ses provisions, et enveloppa ses pieds dans des bandages propres déchirés dans une de ses chemises de rechange. Pendant tout ce temps, Julia serra les dents et essaya de ne pas crier, bien que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Vous êtes incroyablement courageuse, » dit Travis quand il eut enfin terminé. Il lui offrit de l'eau et elle but avec gratitude. La plupart des hommes que j'ai connus se seraient évanouis d'une telle douleur. « Je ne me sens pas courageuse, » murmura Julia. « Je me sens brisée. »« Les choses brisées peuvent guérir, » dit Travis, « et elles sont souvent plus fortes après. » Cette première nuit, Julia dormit par intermittence, se réveillant souvent à cause de la douleur ou de cauchemars de Marcus et du tisonnier incandescent. Chaque fois, elle trouvait Travis assis à proximité, veillant sur elle. Une fois, alors qu'elle se réveillait avec un cri, il s'approcha et lui prit la main. « Vous êtes en sécurité, » dit-il simplement. « Je vous promets que vous êtes en sécurité. » Quelque chose dans sa façon de le dire, la certitude absolue dans sa voix, permet à Julia de sombrer enfin dans un sommeil plus profond. Les jours qui suivirent prirent leur propre rythme. Travis se réveillait à l'aube, ravivait le feu et préparait du café et le repas simple qu'il pouvait concocter avec ses provisions. Il changeait les bandages de Julia 2 fois par jour, la prévenant toujours avant de commencer et louant toujours sa force une fois terminé. Entre les soins, il s'asseyait avec elle et il parlait. Julia apprit que Travis avait 26 ans, originaire d'un ranch près de San Antonio. Il avait quitté le Texas 2 ans plus tôt après la mort de son père.
Son frère aîné avait tout hérité, faisant clairement comprendre à Travis qu'il n'était plus le bienvenu dans la maison où il était né. Ça me dit quelque chose, dit Julia avec un rire amer. On dirait que nous avons ça en commun, acquiesça Travis. Une famille qui accorde plus de valeur à la terre qu'au sang. Il avait erré depuis, travaillant comme ouvrier de ranch, guide de piste, parfois garde pour des convois de chariots. Il était en route pour le Nouveau-Mexique quand il s'était arrêté près du ranch de Julia. Quelque chose qu'il décrivit comme un instinct lui disant de vérifier la propriété. « Je suis contente que vous ayez écouté cet instinct », dit doucement Julia. Travis sourit, et cela transforma son visage sérieux en quelque chose de plus chaleureux. « Moi aussi. » Julia lui raconta aussi sa vie. Sa vraie mère était morte quand elle avait 12 ans, d'une fièvre qui avait balayé Wilcox un hiver terrible. Son père s'était remarié 2 ans plus tard, désespéré de trouver de l'aide pour le ranch et peut-être de l'accompagner dans son deuil. Agnes avait semblé assez gentille au début, mais son fils Marcus avait toujours regardé Julia avec ressentiment, comme si sa simple existence était un vol. « Mon père a essayé d'être juste, » expliqua Julia. « Il a laissé à Marcus la maison et la plupart des terres, mais il m'a aussi laissé une parcelle, assez pour la vendre, et commencer une nouvelle vie. Il savait que je voudrais partir. »« Votre père semble avoir été un homme bien, » dit Travis. « Il l'était. Il me manque tous les jours. » Au 5e jour, les brûlures de Julia avaient cessé de sointer et le rouge vif s'était quelque peu estompé. Travis dit que c'était un bon signe, que l'infection ne s'était pas installée. Il l'aida à s'asseoir davantage, la calant contre sa sacoche de sel pour qu'elle puisse regarder le canyon. C'était magnifique ici. Julia réalisa que les collines étaient parsemées de genévriers et de pins, et que tôt le matin, des cerfs venaient boire à une petite source voisine. L'air sentait la sauge et la terre chauffée par le soleil. C'était si différent du ranch plat et poussiéreux où elle y avait passé les 7 dernières années. « Tu penses que Marcus me cherche ?» demanda-t-elle à Travis un après-midi. Travis ne lui mentit pas. « Probablement, mais il ne sait pas où chercher et ce pays est vaste. Tant que nous sommes prudents, il ne nous trouvera pas ici. »« Nous ?» répéta Julia. « Travis, vous avez déjà tant fait pour moi. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous avez votre propre vie, vos propres projets. » Travis resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur l'horizon. « Gère depuis 2 ans, Julia. Pas de vrai projet, juste aller d'un endroit à l'autre. La vérité, c'est que je n'ai pas eu l'impression d'avoir un but depuis longtemps. Pas avant de vous trouver dans cette grange. » Le cœur de Julia fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un battement qui n'avait rien à voir avec la douleur. « Qu'est-ce que vous voulez dire? »« Je veux dire que je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, » dit Travis en se tournant pour croiser son regard. « Je vous aiderai à guérir et ensuite je vous aiderai à aller où vous voulez. Si vous le voulez, bien sûr. »« Je veux que vous restiez, » murmura Julia. Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Quelque chose de non dit mais de profond. Travis tendit la main et écarta une mèche de cheveux du visage de Julia, son contact léger comme une plume et prudent. Julia se surprit à se pencher vers ce contact, affamée de douceur après tant de cruauté. La 2e semaine apporta de nouveaux défis et de nouveaux progrès. Les pieds de Julia guérissaient, mais elle était toujours incapable de marcher. Travis fabriqua une béquille avec une branche solide, mais même le simple fait de mettre la moindre pression sur ses pieds lui arrachait des larmes. « C'est trop tôt, » dit Travis doucement, enlevant la béquille. « Nous essayerons à nouveau dans quelques jours. » La frustration de Julia explosa. « Je ne peux pas rester allongé ici pour toujours, Travis. Je suis inutile comme ça. Tu ne devrais pas avoir à t'occuper de moi comme si j'étais une enfant. »« Tu n'es pas inutile et tu n'es certainement pas une enfant, » dit fermement Travis. « Tu es blessé et en cours de guérison. Il n'y a aucune honte à cela. »« Je déteste être impuissante, » dit Julia, la voix brisée. « Je déteste que Marcus m'ait fait ça. Je déteste ne même pas pouvoir me tenir sur mes propres pieds. » Travis s'agenouilla à côté d'elle, son expression compréhensive. « Alors sois en colère, déchaîne-toi si tu en as besoin, mais ne confonds pas la guérison avec l'impuissance. Le fait que tu sois encore là, que tu te battes encore, que tu te lèves chaque jour malgré la douleur, c'est tout le contraire de l'impuissance, Julia. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle, et elle se mit à pleurer pour de bon,
pour la première fois depuis la brûlure. Travis la serra doucement dans ses bras, la laissant sangloter contre son épaule, n'offrant que sa présence solide et sa force tranquille. Quand les larmes se calmèrent enfin, Julia se sentit plus légère, comme si quelque chose de toxique avait été drainé d'elle. « Merci, murmura-t-elle. « Toujours, répondit Travis. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, Julia devint plus forte. Ses pieds lui faisaient encore mal, mais la douleur était maintenant gérable, une douleur constante plutôt qu'une agonie fulgurante. Travis l'aidait à s'entraîner à mettre du poids dessus, la soutenant avec ses bras autour de sa taille, alors qu'elle faisait des pas hésitants autour du camp. « C'est ça, l'encouragea-t-il alors qu'elle réussissait 3 pas chancelants. Tu te débrouilles à merveille. » Julia rit, à bout de souffle à cause de l'effort. « Je me traîne comme une vieille veuve. »« Tu marches, corrigea Travis. C'est ce qui compte. » Ils restèrent là un moment, Julia appuyée contre la poitrine de Travis, ses bras toujours autour d'elle. Elle pencha la tête en arrière pour le regarder et le trouva déjà en train de la contempler, son expression douce et ouverte d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Julia, dit-il doucement, et son nom sur ses lèvres ressemblait à une prière. « Oui? Je dois te dire quelque chose, et si ce n'est pas bienvenu, tu peux me le dire, et nous n'en parlerons plus jamais. » Le cœur de Julia s'emballa. « Dis-moi. Ces semaines avec toi, à prendre soin de toi, à te parler, juste à être près de toi. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » « Non, ce n'est pas juste. Je sais que je suis en train de tomber amoureux de toi. » La joie éclata dans la poitrine de Julia, si intense qu'elle en était presque douloureuse. « Travis, je pensais être la seule à ressentir ça. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Je crois que ça a commencé au moment où tu m'as sorti de cette grange. » Le sourire de Travis était radieux. Il lui prit doucement le visage entre ses mains, lui donnant toutes les chances de se reculer, mais Julia ne fit que se rapprocher. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce fut doux, tendre et plein de promesses. Julia eut l'impression de rentrer à la maison, dans un endroit où elle n'avait jamais été auparavant. Ils se séparèrent lentement, tous deux un peu essoufflés. Travis posa son front contre le sien. « Je veux faire les choses bien avec toi, Julia. Je veux te faire la cour comme il se doit, comme tu le mérites. »« Tu m'as déjà fait la cour, dit Julia avec un sourire, en prenant soin de moi, en me protégeant, en me faisant rire même quand j'avais mal. Si ce n'est pas ça, faire la cour, alors je ne sais pas ce que c'est. »« Alors laisse-moi continuer, dit Travis. Laisse-moi continuer à prendre soin de toi, à te protéger, et quand tu seras complètement guéri, quand tu pourras marcher sans douleur, je veux t'emmener quelque part en sécurité et construire une vie avec toi, si tu veux bien de moi. »« Oui, dit Julia sans hésiter. Oui à tout. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus profondément cette fois, et Julia sentit le reste de sa peur et de sa douleur commencer à se dissoudre, remplacés par l'espoir et l'amour, et la certitude qu'elle avait trouvé quelque chose de rare et de précieux. Les semaines suivantes furent parmi les plus heureuses de la vie de Julia, malgré les défis continus de la guérison. Travis tint sa parole, lui faisant la cour avec une douceur qui lui serrait le cœur de la meilleure des manières. Il cueillait des fleurs sauvages et les glissait derrière son oreille. Il lui apprit à jouer aux cartes avec un jeu usé qu'il transportait dans sa sacoche de sel. Le soir, il s'asseyait près du feu et il lui racontait des histoires de ses voyages, où elle lui parlait des livres qu'elle aimait lire avant la mort de son père et qu'Agnes avait interdit comme une frivolité. « Quand nous aurons notre propre maison, dit Travis un soir, la première chose que je t'achèterai, ce sont des livres, toute une bibliothèque si tu le souhaites. »« Notre propre maison, répéta Julia, savourant les mots. Où penses-tu que nous devrions aller? » Travis réfléchit. « J'ai entendu de bonnes choses sur le territoire du Nouveau-Mexique. Il y a des terres disponibles pour s'installer et les villes se développent. Nous pourrions déposer une demande de concession, construire un petit ranch, rien de grandiose, mais quelque chose qui soit à nous. »« Je n'ai pas besoin de grandiose, dit Julia. J'ai juste besoin d'un endroit où j'ai ma place, un endroit avec toi. »« Tu auras toujours ta place avec moi, promit Travis. » Au début de la 5e semaine, Julia pouvait marcher sur de courtes distances sans aide, bien que ses pieds lui fassent encore mal après une utilisation excessive.
Travis lui avait confectionné une paire de mocassins souples en peau de cerf, rembourrés de tissu supplémentaire, qui étaient plus doux pour ses cicatrices sans guérison que des bottes ordinaires. Nous devrions penser à partir bientôt, dit Travis un matin. Mes provisions s'épuisent et tu as besoin de vrais repas pour finir de guérir. Il y a une ville appelée Silver Creek et environ 30 miles à l'ouest d'ici. C'est petit et à l'écart des routes principales. Nous pourrions nous réapprovisionner là-bas et je pourrais me renseigner sur les terres au Nouveau-Mexique. Julia hocha la tête, bien que l'idée de quitter leur canyon caché la remplisse d'une tristesse inattendue. Cet endroit était devenu un sanctuaire, le lieu de sa guérison et de son amour naissant. Mais elle savait que Travis avait raison. Il ne pouvait pas se cacher ici pour toujours. « Et Marcus ?» demanda-t-elle doucement. « Nous serons prudents, » dit Travis, « et s'il nous trouve d'une manière ou d'une autre, il devra d'abord me passer sur le corps pour t'atteindre. Je ne le laisserai plus te faire de mal, Julia. C'est une promesse. » Ils levèrent le camp 2 jours plus tard, emballant la tente et les provisions. Travis aida Julia à monter sur son cheval, l'installant devant lui de la même manière que ce premier matin terrible. Mais cette fois, Julia ne fuyait pas dans la douleur et la peur. Cette fois, elle chevauchait vers un avenir qu'elle avait choisi. Le voyage jusqu'à Silver Creek prit 2 jours de déplacement prudent. Travis les maintint à l'écart des sentiers principaux, naviguant grâce aux points de repère et à l'instinct. Ils campèrent une nuit à la Belle Étoile, et Julia s'endormit dans les bras de Travis, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. Silver Creek était en effet une petite ville, juste une rue principale avec un magasin général, un saloon, une pension de famille et une poignée d'autres bâtiments. Travis laissa Julia à la pension, payant pour une chambre où elle pourrait se reposer et se laver pendant qu'il s'occupait du ravitaillement et des renseignements sur le Nouveau-Mexique. La propriétaire de la pension était une femme âgée et gentille, Madame Patterson, qui ne posa aucune question gênante sur la raison pour laquelle une jeune femme voyageait avec un cow-boy ou pourquoi elle portait des mocassins souples au lieu de bottes convenables. Elle apporta à Julia de l'eau chaude pour se laver, une robe propre qui avait appartenu à sa fille et un repas copieux de ragoût et de pain frais. « Vous avez un homme bien, » dit Madame Patterson en posant le plateau de nourriture. « Je le vois dans la façon dont il vous regarde. »« Je sais, » dit Julia avec un sourire. « J'ai beaucoup de chance. » Travis revint ce soir-là avec des provisions et des nouvelles. Il s'assit sur le bord du lit de Julia, son chapeau à la main, l'air plus animé qu'elle ne l'avait vu depuis des semaines. « Il y a un agent du bureau des terres qui passe par ici 1 fois par mois. Il a dit qu'il serait là dans 2 semaines. Il dit qu'il y a de bonnes terres disponibles dans la vallée de Mesilla, au Nouveau-Mexique, près du Rio Grande. Des droits sur l'eau, un sol fertile, de la place pour s'agrandir. Nous pourrions déposer une demande de concession, Julia. Recommencer à 0. 2 semaines, dit Julia. Pouvons-nous rester ici aussi longtemps? Madame Patterson dit que nous le pouvons, répondit Travis. Je travaillerai pour un éleveur juste à l'extérieur de la ville pour payer notre chambre et notre pension, et cela donnera à tes pieds plus de temps pour guérir. Julia attrapa sa main. « Ça semble parfait, Travis. » Il porta sa main à ses lèvres et lui baisa les doigts. « Je veux t'épouser, Julia, avant que nous allions au Nouveau-Mexique. Je veux que tu sois ma femme pour de vrai et officiellement. Est-ce que tu le voudrais aussi? » « Oui, dit Julia, ses yeux brillant plus que tout. « Il y a un prédicateur ici en ville, dit Travis. Nous pourrions nous marier cette semaine, si tu veux. Je sais que c'est rapide, mais nous avons traversé plus de choses en ces quelques semaines que la plupart des couples en des années. Je t'aime, et je veux que le monde sache que tu es à moi et que je suis à toi. » Cette semaine, acquiesça Julia. N'attendons pas. Ils se marièrent 3 jours plus tard dans sa petite église à la lisière de Silver Creek. Madame Patterson fut leur témoin, ainsi que le commerçant, Monsieur Donnelly et sa femme. Julia portait la robe empruntée et Travis avait acheté une nouvelle chemise pour l'occasion. Le prédicateur était un homme âgé aux yeux bienveillants, qui semblait comprendre qu'il y avait une histoire derrière ce mariage soudain, mais qui respecta leur vie privée en ne posant pas de questions. Quand Travis glissa une simple alliance en or au doigt de Julia, elle sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Ce n'était en rien l'avenir qu'elle avait imaginé en grandissant, mais c'était mieux, car c'était réel
mérité et construit sur un amour authentique. « Je t'aime, Julia Fletcher », dit Travis après que le prédicateur les eut déclarés mariés. « Je t'aime, Travis Fletcher », répondit Julia, savourant son nouveau nom. Ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, et Julia sentit que sa vie commençait enfin pour de vrai. Les 2 semaines à Silver Creek passèrent dans un doux brouillard de jeune mariage et de guérison continue. Travis travaillait pendant la journée pour un éleveur nommé Tom Winters, qui avait besoin d'aide avec son bétail avant la transhumance d'automne. Julia restait à la pension, aidant Mme Patterson à la cuisine et à la couture en échange de leur chambre, donnant à ses pieds plus de temps pour récupérer complètement. Le soir, Travis revenait poussiéreux et fatigué, et il dînait avec Mme Patterson avant de se retirer dans leur chambre. Là, dans l'intimité de leur petit espace, ils apprirent à se connaître à la manière des jeunes mariés. Prudents avec les blessures encore en guérison de Julia, mais désireux d'exprimer l'amour qui avait grandi entre eux. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse, » murmura Julia une nuit, blottie contre la poitrine de Travis. « Moi non plus, » admet Travis. « Je pensais que j'allais errer pour toujours, mais ensuite je t'ai trouvé, et soudain j'avais une raison d'arrêter d'errer. Tu m'as donné un but, Julia. Tu m'as donné un foyer. Toi aussi, tu es mon foyer, dit Julia. Où que nous allions, tant que nous sommes ensemble. » Le 13e jour à Silver Creek, leur paix fut brisée. Julia aidait Mme Patterson à étendre le linge dans l'arrière-cour quand elle entendit une voix qui lui glaça le sang. « Je cherche ma demi-sœur, Julia Garrison. Une jeune femme, cheveux noirs, environ 19 ans. Elle s'est enfuie de la maison il y a plus d'1 mois et la famille est désespérée de la retrouver. » La voix de Marcus venant de l'avant de la pension. Julia attrapa le bras de Mme Patterson, le cœur battant à tout rompre. La femme plus âgée jeta un coup d'œil à son visage et comprit immédiatement. « Rentre vite, à l'étage. Ne fais pas un bruit. » Julia s'enfuit aussi silencieusement qu'elle le put, ses pieds protestant contre ce mouvement soudain, mais tenant bon. Elle atteignit la chambre qu'elle partageait avec Travis et verrouilla la porte, pressant son oreille contre celle-ci pour écouter. Elle pouvait entendre la voix de Mme Patterson, calme et mesurée. « Je n'ai vu aucune jeune femme correspondant à cette description, monsieur. Silver Creek est une petite ville. Nous saurions si quelqu'un de nouveau était arrivé. » « Elle était peut-être avec quelqu'un, » insista Marcus. « Un homme, probablement quelqu'un qui l'a aidé à s'enfuir. »« Il n'y a pas eu d'étrangers en ville, » mentit doucement Mme Patterson. « Juste les cowboys habituels de passage. Peut-être est-elle allée dans une des plus grandes villes, Tucson ou Tombstone. » Il y eut un long silence et Julia retint son souffle. Finalement, Marcus parla de nouveau. « Si vous la voyez, il y a une récompense pour toute information menant à son retour. Elle n'est pas bien. Elle a besoin de sa famille. »« Bien sûr, » dit Mme Patterson. « Je garderai l'œil ouvert. » Julia entendit le bruit de bottes s'éloigner, puis le silence béni. Elle s'effondra sur le sol, tremblant de soulagement et de peur résiduelle. Marcus était là. Il avait trouvé Silver Creek. Combien de temps avant qu'il ne la trouve? Mme Patterson monta quelques minutes plus tard, le visage grave. « C'était lui, n'est-ce pas? Celui qui t'a fait du mal. » Julia hocha la tête, incapable de parler. « Il loge au saloon, » dit Mme Patterson. « Il pose des questions dans toute la ville. Quelqu'un finira par mentionner les jeunes mariés de la pension. Mon enfant, vous devez partir ce soir, si possible. »« Travis n'est pas encore rentré, » dit Julia. « Il est parti aider à réparer les clôtures dans le pâturage éloigné. »« Je veux envoyer mon fils le chercher, » dit Mme Patterson avec détermination. « Fais tes bagages avec ce que tu peux emporter. Dès que Travis reviendra, vous partirez. N'attendez pas le matin. » Julia voulait protester, dire qu'il ne pouvait pas laisser Mme Patterson affronter seule les questions de Marcus, mais elle savait que la femme plus âgée avait raison. Chaque instant qu'il restait était un moment où Marcus pouvait les découvrir. Travis revint moins d'1 heure plus tard, ramené au galop par le fils adolescent de Mme Patterson. Julia avait déjà emballé leurs quelques affaires. Elle vit la fureur et la peur dans les yeux de Travis quand Mme Patterson expliqua ce qui s'était passé. « Nous partons maintenant, » dit-il d'un ton sec. « Julia, peux-tu monter à cheval? »« Oui, » dit Julia, bien que ses pieds lancinassent à cette pensée. « Je peux faire tout ce que je dois faire. » Travis se tourna vers Mme Patterson. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous n'oublierons pas votre gentillesse. »« Soyez juste prudent, »
dit Madame Patterson en glissant un paquet de nourriture dans les mains de Julia. Et soyez heureux, ce sera un remerciement suffisant. Ils sortirent par l'arrière alors que le crépuscule tombait. Travis mena son cheval en silence jusqu'à ce qu'il soit bien loin de la ville. Ce n'est qu'à un mile de là qu'il aida Julia à monter, puis se hissa derrière elle. « Où allons-nous » demanda Julia. « Vers le sud, puis vers l'ouest, » dit Travis. « Nous allons contourner et nous diriger vers le Nouveau-Mexique par une autre route. Ça prendra plus de temps, mais il aura plus de mal à nous suivre. » Ils chevauchèrent toute la nuit, Travis les maintenant sur un sol rocheux où leur piste serait plus difficile à suivre. Julia somnolait par intermittence contre sa poitrine, se réveillant chaque fois que ses pieds bougeaient et lui envoyait des élancements de douleur dans les jambes. Mais elle ne se plaignit pas. La liberté valait bien la douleur. Au matin, ils étaient au cœur d'une région inconnue, des collines ondulantes couvertes de mesquites et de figuiers de Barbarie. Travis s'arrêta enfin pour laisser le cheval se reposer et boire à un petit ruisseau. Il aida Julia à descendre, et elle s'assit lourdement sur un rocher, retirant ses mocassins pour vérifier ses pieds. Les cicatrices étaient rouges et enflammées après la dure chevauchée de la nuit, mais la peau ne s'était pas rompue. Elle guérissait encore, juste plus lentement qu'elle ne l'espérait. Travis s'agenouilla devant elle, ses mains douces, tandis qu'il examinait ses pieds. « Je suis désolé, Julia. Je sais que ça doit faire terriblement mal. »« Ce n'est rien, » dit Julia. « Ça en vaut la peine pour lui échapper. »« Nous irons plus lentement à partir de maintenant, » promit Travis. « Nous nous arrêterons plus souvent. Je ne te pousserai pas au-delà de ce que tu peux supporter. » Ils poursuivirent leur voyage les jours suivants, se déplaçant régulièrement vers le sud-ouest. Travis naviguait grâce au soleil et aux étoiles, évitant les villes et les villages, les gardant cachés. Ils campèrent dans des canyons et sous des surplombs rocheux, et Travis chassa des lapins et des cailles pour compléter leurs provisions qui diminuaient. Un soir, environ une semaine après avoir quitté Silver Creek, ils aperçurent de la fumée à l'horizon. Travis se raidit, sa main se posant sur le fusil qu'il gardait attaché à sa selle. « Ça pourrait être n'importe qui, » dit-il. « Des voyageurs, des cowboys, des prospecteurs. »« Ou Marcus, » dit doucement Julia. Travis étudia la fumée un long moment, puis prit une décision. « Nous allons contourner. Ça ajoutera un jour à notre voyage, mais ce sera plus sûr. » Ils se déplacèrent prudemment dans l'obscurité grandissante, laissant une large distance avec le feu lointain. Mais alors qu'ils contournaient une colline, ils entendirent des voix et le bruit de chevaux. Travis tira immédiatement son cheval derrière un groupe de rochers, posant un doigt sur ses lèvres pour signaler à Julia de se taire. À travers une brèche dans les rochers, ils pouvaient voir 3 hommes à cheval se découpant sur le coucher de soleil. L'un d'eux était Marcus. Julia reconnut sa silhouette, sa façon de s'asseoir sur son cheval, et son sang se glaça. « Elle doit être quelque part par ici, » disait Marcus. « Une fille avec les pieds brûlés n'a pas pu aller bien loin. Quelqu'un l'a aidée. Un vagabond, probablement. »« Ça fait des semaines qu'on cherche Marcus, » dit l'un des autres hommes. « Peut-être qu'elle a réussi à aller à Tucson, après tout. »« Non, » dit Marcus obstinément. « Elle est proche. Je le sens. » Les hommes continuèrent leur chemin, leur voix s'estompant dans le lointain. Travis et Julia restèrent cachés derrière les rochers pendant un long moment, aucun n'osant bouger ou parler. Finalement, Travis murmura « Nous devons bouger vite maintenant. S'il est si proche, nous ne pouvons pas prendre notre temps. »« Mes pieds, » commença à dire Julia, mais Travis secoua la tête. « Je sais, et je suis désolé, mais nous n'avons pas le choix. Je te porterai s'il le faut, Julia. Nous allons surmonter ça ensemble. » Ils poussèrent fort cette nuit-là et le jour suivant, ne s'arrêtant que brièvement pour que le cheval se repose. Les pieds de Julia hurlaient de douleur, mais elle se mordit la lèvre et endura. Les bras de Travis autour d'elle étaient fermes et sûrs, et cela lui donna la force de continuer. La deuxième nuit, ils franchirent la frontière du territoire du Nouveau-Mexique. Travis laissa échapper un soupir de soulagement. « Nous y sommes presque, Julia. Juste un peu plus loin. » Ils atteignirent la vallée de Mesilla 4 jours plus tard, et c'était comme entrer dans un autre monde. Le Rio Grande serpentait à travers la vallée comme un ruban d'argent, et la terre était verte et fertile d'une manière que le désert de l'Arizona n'avait pas été. De petites fermes et des ranchs parsemaient le paysage, et la ville de Mesilla elle-même était plus grande et plus prospère que Silver Creek.
Travis trouva le bureau des terres et ils rencontrèrent l'agent, un homme d'affaires nommé M. Thompson, qui leur montra des cartes des concessions disponibles. Ils choisirent une parcelle le long de la rivière, 160 acres avec des droits sur l'eau et une petite structure en adobe déjà construite dessus, abandonnée par le précédent demandeur. Il y aura du travail, avertit M. Thompson. Le toit fuit et les murs ont besoin de réparation, mais les fondations sont solides. Nous la prenons, dit Travis, et il signa les papiers qui firent d'eux des colons officiels. Leur première vision de la propriété était à la fois encourageante et intimidante. La maison en adobe était petite, juste 2 pièces, et M. Thompson avait eu raison sur les réparations nécessaires. Mais elle était entourée de peupliers, le bruit de la rivière était paisible, et Julia sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. « C'est parfait, dit-elle. « C'est à nous, répondit Travis, et l'émerveillement dans sa voix fit sourire Julia. Ils se jetèrent à corps perdu dans le travail pour rendre l'endroit habitable. Travis répara le toit avec de nouvelles poutres qu'il acheta en ville, tandis que Julia nettoyait l'intérieur et blanchissait les murs à la chaux. Ses pieds lui faisaient encore mal à la fin de chaque journée, mais ils devenaient plus forts. Elle pouvait maintenant marcher sans boiter, et les cicatrices, bien que permanentes, s'estompaient pour devenir rose pâle. Ils achetèrent des poules et une vache laitière à un fermier voisin, et Travis construisit une petite grange et un poulailler. Ils plantèrent un potager tardif et Julia commença des carrés d'herbes aromatiques près de la maison. Lentement, la propriété commença à ressembler à un foyer. Un soir, 2 mois après leur arrivée au Nouveau-Mexique, Julia se tenait sur le porche de leur petite maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et d'or. Travis arriva derrière elle, passant ses bras autour de sa taille et posant son menton sur son épaule. « Heureuse ?» demanda-t-il. « Si heureuse que je pourrais éclater, dit Julia honnêtement. Parfois, je n'arrive pas à croire que c'est réel, que nous sommes ici. Insécurité totale. C'est réel, l'assura Travis, et ça ne va faire que s'améliorer. Ils se firent des amis parmi leurs voisins, d'autres colons et éleveurs qui construisaient leur vie dans cette vallée. Il y avait une église en ville, et ils assistaient au service du dimanche, devenant partie intégrante de la communauté. Personne ne posait trop de questions sur leur origine ou leur raison. Ils respectaient la tradition de la frontière qui voulait que le passé d'une personne ne regarde qu'elle. Julia découvrit qu'elle avait un talent pour faire pousser des choses, son jardin s'épanouissant sous ses soins. Travis travailla dur pour améliorer leur terre, défrichant les broussailles et réparant les clôtures, et constituant progressivement un petit troupeau de bétail. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient assez. Et plus important encore, ils savaient l'un l'autre. L'hiver arriva, doux pour les standards de la frontière, et ils passèrent de longues soirées près du feu à parler, planifier et rêver de l'avenir. Travis apprit à Julia à jouer de l'harmonica, et bien qu'elle fût très mauvaise, il jura que c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu, parce que c'était le sien. Le printemps arriva avec une explosion de verdure et le retour des oiseaux migrateurs. Julia se réveilla un matin en se sentant étrange, une nausée dans l'estomac qui la fit courir dehors pour vomir. Elle se tint ensuite près du puits, respirant profondément, et sentit la main inquiète de Travis sur son dos. « Ça va? C'est quelque chose que tu as mangé? » Julia se tourna vers lui, un lent sourire se dessinant sur son visage alors que la prise de conscience se faisait. « Travis, je crois que je suis peut-être enceinte. » Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'illuminèrent de joie. Il la souleva et la fit tourner, riant avant de la reposer délicatement. « Vraiment, nous allons avoir un bébé? »« Je crois bien, » dit Julia. « Je vais devoir voir le médecin en ville pour en être certaine, mais tous les signes sont là. » Le médecin le confirma la semaine suivante. Julia était enceinte d'environ 2 mois, en bonne santé et forte. Le bébé arriverait à la fin de l'automne, vers octobre ou novembre. Travis était fou de joie et d'inquiétude. Il s'occupait constamment de Julia, insistant pour qu'elle se repose davantage et ne soulève rien de lourd. Julia trouvait cela à la fois attachant et exaspérant. « Les femmes ont des bébés depuis la nuit des temps, » lui rappela-t-elle. « Je ne suis pas fragile. »« Tu es précieuse, » corrigea Travis. « Toi et notre enfant. Laisse-moi prendre soin de toi. » L'été passa dans une brume dorée. Le ventre de Julia s'arrondit et elle sentit les premiers frémissements de mouvement qui devinrent progressivement des coups de pied puissants. Travis posait sa main sur son ventre et parlait au bébé, racontant des histoires et faisant des promesses sur la vie qu'ils auraient ensemble.
Je t'apprendrai à monter à cheval, disait-il, et à attraper le bétail au lasso et à lire les étoiles pour t'orienter. Et ta maman t'apprendra à faire pousser les choses et à être fort et courageux comme elle. Julia lui caressait les cheveux et se sentait submergée d'amour pour cet homme qui l'avait sauvé de plus d'une manière. L'automne arriva avec des températures plus fraîches et les peupliers qui viraient au doré. Julia était énorme maintenant, se déplaçant lentement et inconfortablement, impatiente de rencontrer l'enfant qu'elle portait. Travis avait transformé la deuxième pièce de leur maison en une sorte de chambre d'enfant, construisant un berceau en bois de peuplier et demandant conseil aux voisines sur ce dont ils auraient besoin. Julia entra en travail un matin frais d'octobre, juste au lever du soleil. Travis partit immédiatement chercher Madame Hernandez, la femme d'un éleveur voisin qui servait de sage-femme locale. En attendant son arrivée, Travis tenait la main de Julia et essayait de cacher sa terreur. « J'ai peur, admit-il. Je ne peux pas te perdre, Julia. »« Tu ne me perdras pas, dit Julia entre deux contractions. Je suis forte. Rappelle-toi, tu me l'as dit toi-même. Les choses brisées guérissent plus fortes. » Madame Hernandez arriva avec sa fille, Maria, et elles prirent la situation en main avec une efficacité calme. Travis fut banni dans la pièce de devant où il fit les 100 pas, pria et sursauta à chaque bruit venant de la chambre. Le travail fut long et difficile, durant jusque tard dans la nuit. Mais Julia était en effet forte, et quand l'aube se leva sur un nouveau jour, le cri aigu d'un nourrisson remplit la maison. Travis fit irruption dans la pièce pour trouver Julia appuyée contre des oreillers, épuisée et radieuse, tenant un petit paquet enveloppé dans une couverture douce. Madame Hernandez souriait. « Félicitations, vous avez un fils. » Travis s'approcha lentement, osant à peine respirer. Julia écarta la couverture pour révéler un minuscule visage, rouge, ridé et parfait. « Travis, voici ton fils. » Travis tendit une main tremblante pour toucher la joue du bébé et sentit son cœur se dilater d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Il est magnifique. Tu es magnifique, Julia. Tu es incroyable. » Ils le nommèrent Thomas, d'après le père de Travis, avec le deuxième prénom de James, d'après celui de Julia. Thomas James Fletcher, né le 17 octobre 1884, sous un ciel clair du Nouveau-Mexique. Les semaines après la naissance de Thomas furent un tourbillon de nuits blanches et d'émerveillements sans fin. Travis se révéla être un père dévoué, faisant les 100 pas avec le bébé quand il pleurait, changeant les couches sans se plaindre, et fixant son fils avec une expression d'admiration qui ne semblait jamais s'estomper. Julia se remit bien de l'accouchement, son corps guérissant avec la même force qui l'avait aidé à surmonter la brûlure de ses pieds. À Noël, elle avait repris la plupart de ses activités habituelles, bien qu'elle ait maintenant la joie et le défi supplémentaire de s'occuper d'un nourrisson. Ils célébrèrent leur premier Noël en tant que famille de 3, décorant avec des branches de pin et des baies de houx. Travis avait secrètement sculpté un ensemble d'animaux en bois pour Thomas, même si le bébé était bien trop jeune pour jouer avec. Pour quand il sera plus grand, expliqua Travis, en plaçant le petit cheval, la vache et le mouton dans le berceau, pour qu'il connaisse le ranch où il grandit. Alors que l'hiver s'installait, ils passèrent des soirées douillettes près du feu, Thomas dormant dans son berceau, tandis que Travis et Julia faisaient des plans pour le printemps. Ils voulaient agrandir le troupeau de bétail, peut-être ajouter quelques chevaux. Travis parlait de construire une extension à la maison, leur donnant plus d'espace à mesure que Thomas grandirait. « Et peut-être de la place pour plus d'enfants aussi, » dit Julia avec un sourire. « Si nous avons cette bénédiction. »« Autant que tu en veux, » dit Travis, la serrant contre lui. « Notre maison sera pleine d'amour et de rire. C'est ma promesse. » La vie s'installa dans un rythme confortable au cours des années suivantes. Thomas passa de nourrisson à bambin, un enfant vif et curieux avec les yeux gris de son père et les cheveux noirs de sa mère. Il fit ses premiers pas au printemps de 1885, marchant de Julia à Travis et vice-versa, riant de leurs encouragements et de leurs applaudissements. En 1886, Thomas parlait en phrases complètes, suivant Travis partout dans le ranch et essayant d'aider aux corvées à la manière des petits-enfants. Julia était de nouveau enceinte, et en août de cette année-là, elle donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Alice Grace. Alice était plus facile que Thomas, un bébé placide qui dormait bien et souriait souvent. Thomas était fasciné par sa petite sœur, voulant la tenir et aider à s'en occuper,
bien qu'il ait besoin de surveillance pour s'assurer que son affection enthousiaste de bambin ne l'écrase pas. Le ranch continuait de prospérer. Travis se révéla avoir un bon œil pour le bétail et leur troupeau grandit en bonne santé et en force. Le jardin de Julia s'agrandissait chaque année et elle commença à vendre son surplus de légumes et d'herbes en ville, apportant un revenu supplémentaire. Ils construisaient quelque chose de solide et de réel, un héritage pour leurs enfants. Un soir du printemps de 1887, alors que Thomas avait presque 3 ans et Alice 8 mois, Julia se tenait sur le porche, regardant son mari jouer avec leur fils. Travis apprenait à Thomas à lancer un lasso. Les tentatives du petit garçon étaient plus enthousiastes qu'habiles, mais s'amélioraient à chaque essai. Julia posa une main sur son ventre, sentant le frémissement de mouvement là-dedans. Elle n'avait pas encore parlé à Travis de cette troisième grossesse, voulant être certaine. Mais elle était certaine maintenant, et la joie l'envahit à la pensée de leur famille grandissante. Travis leva les yeux et la surprit en train de le regarder, son visage s'illuminant de ce sourire qu'elle aimait tant. Il dit quelque chose à Thomas, puis trottina jusqu'au porche, attirant Julia dans ses bras. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « Tu as ce regard. »« Quel regard ?»« Celui qui dit que tu as un secret, » taquina Travis. « Allez, dis-moi. » Julia rit. « Je pensais au chemin que nous avons parcouru. Tu te souviens de ce matin dans la grange quand tu m'as trouvé ?» L'expression de Travis devint sérieuse. « Je me souviens. Je me souviens avoir pensé que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi brisé et d'aussi courageux en même temps. »« Je n'étais pas courageuse, » dit Julia. « J'étais terrifiée. »« Tu étais les deux, » corrigea Travis. « Et tu es toujours l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Regarde ce que tu as surmonté, Julia. Regarde la vie que tu as construite. »« Que nous avons construite, » corrigea Julia. « Rien de tout cela n'existerait sans toi, Travis. Tu m'as sauvé de toutes les manières possibles. »« Tu m'as sauvé en retour, » dit doucement Travis. « J'étais perdu avant de te trouver, errant sans but. Tu m'as donné une raison d'arrêter de courir et de commencer à construire. Tu m'as donné un foyer. »« Nous nous sommes donné un foyer l'un à l'autre, » dit Julia. Elle prit sa main et la posa sur son ventre. « Et ce foyer est sur le point de devenir un peu plus peuplé. » Il fallut un moment à Travis pour comprendre. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es de nouveau enceinte. »« Vraiment, vraiment, » confirma Julia, riant alors qu'il la soulevait et la faisait tourner comme la première fois, son cri de joie faisant se retourner Thomas, curieux, depuis son entraînement au lasso. Leur troisième enfant, un fils qu'ils nommèrent Daniel Robert, naquit en décembre 1887, arrivant juste avant Noël comme un cadeau anticipé. Thomas et Alice étaient tous deux fascinés par le nouveau bébé, bien qu'Alice soit encore trop jeune pour faire plus que lui tapoter doucement la tête. La fin des années 1880 apporta à la fois des défis et des triomphes. Il y eut une sécheresse en 88 qui mit à l'épreuve leur gestion de l'eau et les rendit reconnaissants de leur accès à la rivière. En 89, un gel tardif tua certaines de leurs premières plantations de jardin, mais ils se rétablirent et eurent quand même une bonne récolte. À travers tout cela, Travis et Julia travaillèrent côte à côte, partenaires dans tous les sens du terme. En 1890, leur ranch était l'un des plus prospères de la vallée. Ils avaient agrandi leur terre avec 80 acres supplémentaires et leur troupeau de bétail comptait plus de 100 têtes. Travis avait construit l'extension de la maison qu'il avait promise, leur donnant 4 chambres et une vraie cuisine. Julia était devenue connue dans la région pour ses connaissances en matière de guérison, les herbes et les remèdes qu'elle avait appris de Madame Hernandez et de ses propres expérimentations. Les gens venaient à leur ranch pour chercher de l'aide pour divers maux, et Julia ne refusait jamais personne. Un après-midi d'été en 1891, une famille arriva à leur ranch pour demander de l'aide pour leur fille, qui avait été gravement brûlée dans un accident de cuisine. La jeune fille avait environ 12 ans et ses pieds avaient été ébouillantés. Julia sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine en regardant les blessures de la jeune fille. Elle échangea un regard avec Travis, qui hocha légèrement la tête, comprenant. « Je peux aider, » dit doucement Julia. « Je m'y connais un peu en traitement des brûlures. Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Elle traita les pieds de la jeune fille avec le même soin et les mêmes connaissances que Travis avait autrefois utilisées sur ses propres blessures. Au cours de plusieurs semaines, la famille venant régulièrement pour de nouveaux bandages et de la pommade,
La jeune fille guérit avec un minimum de cicatrices. La mère de la jeune fille était en larmes de gratitude. Vous l'avez sauvée. Nous pensions qu'elle ne remarcherait peut-être plus jamais correctement. Elle est forte, dit Julia. Et elle a eu de bons soins. Ça fait toute la différence. Après le départ de la famille, Travis trouva Julia assise sur le porche, regardant. Ah, chenille la main. Regardant le coucher de soleil, il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Ça va? Demanda-t-il doucement. Je pensais à quel point la vie est étrange, dit Julia. Comment la pire chose qui me soit jamais arrivée, l'expérience la plus douloureuse et traumatisante, m'a permis d'aider cette petite fille. Si Marcus ne m'avait pas brûlé les pieds, je n'aurais pas appris le traitement des brûlures. Je n'aurais pas pu l'aider. Cela ne rend pas ce qu'il a fait moins diabolique, dit fermement Travis. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de bien, Julia. C'est grâce à toi, pas à lui. Je sais, dit Julia, et je ne lui ai pas pardonné. Je ne le ferai jamais. Mais je peux accepter que même les choses terribles peuvent parfois mener à un bien inattendu. Travis la serra contre lui. Tu es une femme extraordinaire, Julia Fletcher. Je suis juste moi, dit Julia, mais je suis reconnaissante pour la vie que j'ai, pour toi, pour nos enfants, pour ce ranch, pour chaque jour où je me réveille libre et aimé. Au fil des ans, leur famille grandit et s'épanouit. Thomas se révéla avoir le don de son père avec les animaux et devint le bras droit de Travis au ranch à l'adolescence. Alice hérita de l'amour de sa mère pour les plantes et reprit une grande partie du travail du jardin, l'agrandissant d'année en année. Daniel était l'érudit de la famille, lisant toujours quand il le pouvait et parlant d'aller à l'école à Santa Fe un jour. Julia et Travis ajoutèrent 2 autres enfants à leur famille, Rebecca en 1893 et Samuel en 1895. Leur maison était en effet pleine d'amour et de rire, comme Travis l'avait promis, souvent chaotique, mais jamais sans joie. Un soir du printemps de 1900, Travis et Julia se tenaient ensemble sur leur porche, regardant le coucher de soleil, un rituel qu'ils avaient maintenu tout au long de leur mariage. Leurs aînés étaient grands, ou presque. Thomas, à 16 ans, était déjà aussi grand que son père. Alice, à 14 ans, devenait une charmante jeune femme. Les 3 plus jeunes étaient à l'intérieur, faisant leur corvée du soir, leur voix s'échappant par les fenêtres ouvertes. 1900, dit Julia avec émerveillement. Un nouveau siècle, Travis. Peux-tu croire que nous sommes ensemble depuis 17 ans? Les 17 meilleures années de ma vie, dit Travis. Bien que je n'ai pas hâte que Thomas et Alice commencent à penser à la cour et au mariage. Julia rit. Ils grandissent. Nous ne pouvons pas empêcher ça. Je sais, soupira Travis. Je me souviens juste d'avoir été jeune et impulsif. Je m'inquiète. Ils ont de bonnes bases, l'assura Julia. Nous les avons bien éduqués. Ils feront de bons choix. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. Puis Travis dit, « Est-ce que tu penses parfois à lui, à Marcus? » Julia resta silencieuse un long moment. « Parfois, admit-elle, je me demande s'il est encore en vie, s'il a jamais ressenti des remords pour ce qu'il a fait. Mais surtout, je suis simplement reconnaissante de m'être échappé, que tu m'aies trouvé. Tout ce que j'ai maintenant existe parce que je lui ai échappé. Est-ce que tu regrettes parfois de ne pas avoir récupéré le ranch de ton père? Demanda Travis. Ton héritage? Non, dit Julia fermement. Cet endroit n'a jamais été un foyer. Pas vraiment. Mon foyer, c'est ici. Tu es mon foyer. Nos enfants sont mon foyer. Je n'échangerai cette vie pour rien au monde. Travis lui baissa la tempe. Je t'aime, Julia, plus maintenant que le jour où je t'ai épousée, et pourtant je t'aimais désespérément à l'époque. Je t'aime aussi, dit Julia. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Travis Fletcher. Alors que la soirée s'assombrissait, ils restèrent sur le porche, enlacés, entourés par les bruits de leur famille et de la terre qu'ils avaient bâtie ensemble. Les cicatrices sur les pieds de Julia s'étaient estompées en de fines lignes blanches, à peine visibles à moins de savoir où regarder. Elles ne faisaient plus de mal, bien qu'elles ressentent parfois un pincement quand le temps changeait. Ces cicatrices étaient un rappel de ce qu'elle avait survécu, mais aussi de ce qu'elle avait trouvé. Douleur et guérison, peur et amour, brisure et force. Elle avait traversé le feu, au sens propre comme au figuré, et en était sortie de l'autre côté avec une vie plus riche qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer.
Les années poursuivirent leur marche régulière, apportant toutes les joies et les peines qui accompagnent la vie. Ils perdirent des voisins et se firent de nouveaux amis. Ils surmontèrent des sécheresses et des inondations, des maladies et des blessures, les innombrables défis de la vie à la frontière. Mais à travers tout cela, Travis et Julia firent face à tout ensemble. Leur amour était le fondement sur lequel tout le reste était construit. Thomas se maria en 1903, ramenant à la maison une douce jeune femme nommée Sarah d'un ranch voisin. Alice se maria l'année suivante avec le fils d'un éleveur nommé Peter. Ils s'installèrent sur des terres près du ranch de Travis et Julia, restant proches de la famille. Daniel alla bien à l'école à Santa Fe, devenant enseignant et ouvrant finalement une école à Mesilia même. Rebecca et Samuel étaient encore à la maison en 1905. Rebecca aidant sa mère avec la maison et le jardin. Samuel apprenant le travail du ranch avec son père. Julia, maintenant âgée de 41 ans, se surprit à apprécier cette étape de la vie, étant mère de jeunes enfants tout en devenant grand-mère, alors que Thomas et Sarah fondaient leur propre famille. Un après-midi du printemps de 1906, Julia travaillait dans son jardin quand un étranger arriva au ranch à cheval. C'était un homme âgé, au visage buriné et fatigué, et quelque chose en lui fit battre le cœur de Julia d'une vieille peur. Mais quand il descendit de cheval et retira son chapeau, elle vit que ce n'était pas Marcus, mais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, restant où elle était, sa houe à la main, une arme si elle en avait besoin. « Je cherche Julia Garrison, dit l'homme. Bien qu'on m'ait dit qu'elle pourrait maintenant se faire appeler Fletcher. Je suis Julia Fletcher, dit Julia prudemment. De quoi s'agit-il? Mon nom est Harold Simmons. Je suis un avocat de Wilcox, en Arizona. Je vous cherche depuis un certain temps, Madame Fletcher. Julia sentit la glace dans ses veines. Pourquoi? Votre belle-mère Agnes est décédée le mois dernier et votre demi-frère Marcus est mort il y a 3 ans de la tuberculose. Il n'y avait personne d'autre pour hériter du ranch et selon le testament de votre père, vous aviez droit à une partie de la succession. J'ai essayé de vous localiser pour régler les affaires. Julia le fixa, assimilant l'information. Marcus était mort depuis 3 ans. Pendant tout ce temps, elle avait porté une peur latente qu'il puisse la retrouver, qu'il puisse réapparaître pour la blesser à nouveau, et il était mort. Je ne veux pas du ranch, dit Julia, ni de quoi que ce soit qui en provienne. Quoi qu'il faille faire de la propriété, vendez-la, divisez-la, peu m'importe. Je ne veux rien de cet endroit. Madame Fletcher, c'est un héritage substantiel, dit M. Simmons. Au moins 15 000 $ une fois la propriété vendue et les dettes réglées. 15 000 $. C'était une somme stupéfiante, plus d'argent que Julia n'en avait vu de toute sa vie. Mais c'était de l'argent du sang, gagné par le dur labeur de son père, mais souillé par la cruauté d'Agnes et de Marcus. « Je dois en discuter avec mon mari, » dit finalement Julia. « Pouvez-vous revenir demain? » Monsieur Simmons accepta et partit chercher un logement en ville. Julia resta dans son jardin, tremblante, jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Travis. « Julia, qui était-ce? » Elle se tourna pour trouver son mari qui s'approchait, l'inquiétude sur son visage. Julia lui raconta tout, les mots se bousculant, et se mit à pleurer sans trop savoir pourquoi. Peut-être était-ce le soulagement que Marcus soit vraiment parti, ou le deuil de la jeune fille qu'elle avait été avant, la brûlure, ou simplement le choc de tout cela. Travis la serra contre lui, la laissant pleurer. Quand elle se calma enfin, il dit « Que veux-tu faire, Julia? C'est ton héritage, c'est ton choix. » « Je n'en veux pas, dit Julia. Mais c'est beaucoup d'argent, Travis. De l'argent qui pourrait aider nos enfants, payer la suite des études de Daniel, aider Thomas et Alice avec leur propre ranch. Alors nous le prendrons, dit simplement Travis. Pas parce que nous en avons besoin ou parce que tu leur dois quoi que ce soit, mais parce que c'est à toi de droit. Ton père voulait que tu aies quelque chose de l'œuvre de sa vie, que son vœu soit exaucé, même s'il a fallu 23 ans pour que cela se produise. Julia hocha lentement la tête. D'accord, mais je veux en faire quelque chose de bien, quelque chose qui rendrait mon père fier. Au cours des semaines suivantes, Julia et Travis travaillèrent avec M. Simmons pour finaliser la vente du ranch de l'Arizona. L'argent fut transféré sur un compte à Mesilia et Julia ressentit un étrange sentiment de clôture lorsque M. Simmons lui remit les derniers papiers. « C'est fait, dit-il.
La propriété a été vendue et la succession est réglée. Vous en êtes libre maintenant, Madame Fletcher. Libre. Julia était libre depuis 23 ans, mais cela ressemblait à une rupture finale des chaînes qui l'avaient liée à ce passé douloureux. Ils utilisèrent une partie de l'argent pour aider leurs enfants, créant des fonds pour que Thomas et Alice agrandissent leur ranch, payant la suite des études de Daniel, et mettant de l'argent de côté pour Rebecca et Samuel quand ils seraient prêts à commencer leur propre vie. Mais Julia insista aussi pour utiliser une partie pour établir un fonds pour les personnes ayant besoin de soins médicaux et qui ne pouvaient pas se les permettre, administré par l'Église de Messia. Pour des gens comme cette petite fille aux pieds brûlés, expliqua Julia, pour que personne n'ait à souffrir sans traitement parce qu'ils ne peuvent pas payer. Travis lui baisa le front. Ton père serait fier de toi, Julia. Je sais que je le suis. Le fonds devint l'une des passions de Julia dans les années suivantes. Elle travailla avec les médecins locaux et l'Église pour identifier les personnes dans le besoin. Et le fonds aida des dizaines de familles au fil du temps en été. C'était comme une rédemption, prendre quelque chose né de la douleur et le transformer en guérison pour les autres. En 1910, Travis et Julia avaient la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine. Plus jeunes, mais toujours vigoureux et actifs. Leurs enfants étaient tous grands, dispersés à travers le Nouveau-Mexique, mais tous assez proches pour des visites régulières. Ils avaient 7 petits-enfants et d'autres probablement en route. Par une chaude soirée de juin de cette année-là, Travis et Julia organisèrent une réunion à leur ranch pour toute la famille. Les enfants couraient et jouaient, tandis que les adultes étaient assis sur le porche agrandi, parlant et riant. À un moment donné, la petite Sarah, la fille aînée de Thomas, grimpa sur les genoux de Julia. « Grand-mère, raconte-nous une histoire, supplia-t-elle. « Quel genre d'histoire? Demanda Julia en lissant les cheveux de l'enfant. « Une histoire vraie sur l'époque où tu étais jeune. » Julia regarda Travis, qui sourit de manière encourageante. Elle n'avait jamais raconté à ses petits-enfants toute l'histoire de sa rencontre avec Travis, gardant les détails douloureux privés. Mais en regardant cette assemblée, amis de la famille et la vie qui avaient grandi de ces jours terribles, elle se sentit prête à partager. « D'accord, dit Julia. Quand j'avais 19 ans, quelque chose de très grave m'est arrivé. » Elle leur raconta alors l'histoire en des termes appropriés pour des enfants, expliquant qu'elle avait été blessée par quelqu'un de sa famille, mais qu'elle avait été sauvée par un gentil cow-boy qui l'avait portée jusqu'à ce qu'elle guérisse. Elle leur parla des semaines dans le canyon caché, de tomber amoureuse, de construire ce ranch et cette vie ensemble. Alors vous voyez, conclut Julia, parfois les pires choses qui nous arrivent ne mènent aux meilleures choses. Si je n'avais pas été blessé, je n'aurais peut-être jamais rencontré votre grand-père. Et alors aucun de vous ne serait ici. Les enfants avaient les yeux grands ouverts et étaient solennels. Le jeune Thomas, le fils aîné d'Alice, prit la parole. « Est-ce que le méchant a été puni, grand-mère? » « À sa manière, dit Julia. Il est mort malade et seul, sans famille ni amour. Je pense que c'est une punition suffisante. » Travis serra sa main et elle sut qu'il comprenait ce que cela lui avait coûté de raconter cette histoire, mais aussi à quel point il était important que leur famille sache d'où ils venaient. Alors que le soleil se couchait et que la fête continuait, Julia se retrouva debout au bord du rassemblement, observant simplement. Travis vint se tenir à côté d'elle, passant un bras autour de sa taille dans la familiarité aisée de décennies passées ensemble. « À quoi tu penses? » Il posa la même question qu'il lui avait posée d'innombrables fois au fil des ans. « Je pense que je suis heureuse, dit simplement Julia. Pas seulement contente ou satisfaite, mais véritablement, profondément heureuse. Je tais-toi, j'ai nos enfants et nos petits-enfants. J'ai ce bel endroit que nous avons construit ensemble. J'ai tout ce que je pourrais jamais vouloir. » Moi aussi, dit Travis, la serrant plus fort. Tu es tout pour moi, Julia. Tu l'as toujours été, depuis ce premier moment où je t'ai vu dans la grange. J'ai su alors, d'une manière ou d'une autre, que tu allais changer ma vie. Je ne savais juste pas à quel point. Nous avons changé la vie l'un de l'autre, dit Julia. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Ils se tinrent ensemble alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, entourés par les bruits de leur famille, la vie qu'ils avaient construite à partir de cendres, de douleur et d'amour. Les pieds de Julia avaient guéri depuis longtemps, mais les cicatrices restaient, un rappel permanent de ce qu'elle avait survécu et surmonté.
Elle avait été brisée dans cette grange il y a 27 ans, brûlée, blessée et effrayée. Mais Travis l'avait portée, littéralement et figurativement, jusqu'à ce qu'elle guérisse. Et en guérissant, elle avait trouvé non seulement la survie, mais une vie d'amour profonde et de sens. Le cow-boy qui l'avait portée était devenu son mari, son partenaire, son foyer. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau et de durable, un héritage d'amour qui continuerait longtemps après leur départ. Alors que la soirée s'approfondissait et que leur famille s'attardait, ne voulant pas que la réunion se termine, Julia pencha la tête contre l'épaule de Travis et sourit. C'était sa fin heureuse, celle dont elle n'avait jamais osé rêver en ces jours sombres après la brûlure. C'était mieux que n'importe quelle histoire parce que c'était réel, durement gagné et complètement, parfaitement elle. Travis embrassa le sommet de sa tête et Julia ferma les yeux, respirant l'odeur de la sauge, de la terre et de son foyer. Elle avait traversé le feu, au sens propre comme au figuré. Elle avait été portée quand elle ne pouvait pas marcher. Et elle avait guéri en quelque chose de plus fort et de plus beau qu'elle ne l'avait jamais été. C'était de l'amour. C'était le foyer. C'était tout. Et c'était plus que suffisant. C'était tout.